Pour les anciens, c'était un dieu. Pour nous, il représente une source d'énergie immense au cœur du système solaire. Un enfer nucléaire générant à la fois chaleur, lumière et par conséquent la vie. Notre Soleil. L'histoire du Soleil commence il y a plus de 5 milliards d'années par la mort d'une étoile géante. Elle explose en une supernova. L'onde de choc se propage à travers l'espace en direction d'un grand nuage d'hydrogène. Ce nuage implose et donne naissance à des anneaux de gaz et de poussière. Au centre du noyau, un véritable four nucléaire s'embrase. Notre Soleil vient de naître. Un gigantesque chaudron d'énergie, un colosse contenant 99% de la matière du nuage d'origine. Le pourcent restant se condense pour donner naissance aux 9 planètes du système solaire. Le Soleil et ses 9 planètes constituent un royaume, le système solaire, dont les frontières sont formées par l'héliosphère, une bulle qui marque les limites de l'influence du Soleil. Au-delà commence l'espace interstellaire. Le Soleil est une étoile et comme des milliards d'autres, c'est un phare plein d'énergie. Il procure lumière et chaleur à notre monde. Toute forme de vie dépend de lui. Tous nos combustibles trouvent leur source dans l'énergie solaire qui a nourri il y a des millions d'années les végétaux qui se sont fossilisés depuis et qui sont aujourd'hui brûlés pour redonner de l'énergie. Alors, qu'est-ce que le Soleil? Cette étoile qui nous est si proche. Au cœur du noyau, on trouve un réacteur nucléaire qui, à une température de 15 millions de degrés Celsius, transforme l'hydrogène en hélium. À chaque seconde, le Soleil brûle plus de 4 millions de tonnes de sa masse. En faisant une coupe verticale du Soleil, on peut voir le chemin que suit l'énergie libérée par la réaction nucléaire. Elle met ainsi plus d'1 million d'années pour passer du noyau à la surface. Depuis la surface, il ne faut pas plus de 8 minutes et demie à cette même énergie pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui la séparent de la Terre. C'est ce que nous appelons la lumière du Soleil. En analysant son spectre, et en particulier ses bandes sombres ou raies d'absorption, les astronomes mesurent la composition du Soleil, à savoir 73% d'hydrogène, 24% d'hélium et 3% d'atomes plus lourds comme le carbone ou l'oxygène. Voici la surface du Soleil, la photosphère jaune. Température environ 6000 degrés. Et là, juste au-dessus d'elle, les feux d'artifice de la chromosphère rouge. Regardons de plus près la photosphère. Du gaz en ébullition à la surface et du gaz plus froid qui descend. Chaque bulle à la superficie de la France. Ce n'est pas un tournesol, c'est une tache solaire. Ces taches noires marquent périodiquement le visage du Soleil. Elles sont plus froides que la photosphère environnante. Celle-ci, par exemple, pourrait tout simplement engloutir notre planète. Voici un groupe de taches. Elles peuvent grandir en moins de 10 jours et disparaître au bout de 15. Là, le Soleil nous présente une face tachée. À d'autres périodes, on n'en décèle aucune. La présence de taches solaires témoigne d'une forte activité magnétique. Ces taches sont comme des aimants à partir desquels les lignes de force s'échappent du Soleil et s'y reconnectent. On peut comparer le Soleil à un arroseur automatique qui inonderait le système solaire tout entier de ses vastes champs magnétiques. Tous les 11 ans, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. L'activité magnétique atteint son maximum au milieu de ce cycle. Elle est générée par des gaz qui se trouvent au-dessous de la surface. La rotation du Soleil n'est pas identique sous toutes les latitudes. Il effectue une rotation tous les 26 jours dans la région de l'équateur contre 37 près des pôles, ce qui déforme et distord le champ magnétique. Cela donne un océan bouillonnant d'énergie.
À l'intérieur de la chromosphère, l'atmosphère interne du Soleil, des arches de gaz, balaye les lignes de force magnétique. Des protubérances gazeuses projetées dans l'espace forment des arches qui peuvent atteindre jusqu'à 50 000 km de hauteur. Des éruptions jaillissent de toutes parts à la surface du Soleil. Des jets de gaz en feu sont déclenchés par des vagues magnétiques venant des profondeurs de l'étoile. Les éruptions les plus fortes peuvent monter jusqu'à 100 000 km, voire davantage. Voilà qui replace notre planète à une autre échelle. Ces éruptions solaires sont extrêmement violentes. Chacune libère autant d'énergie que 10 millions de bombes H réunies. En voici une qui forme des rides à la surface du Soleil. L'atmosphère externe du Soleil, la couronne, devient visible à l'œil nu lors d'une éclipse totale, c'est-à-dire quand la Lune cache complètement le disque solaire. La température de la couronne peut atteindre 2 millions de degrés. Elle semble danser une sorte de gigue magnétique provoquée par les convulsions à la surface solaire et qui ont une influence directe sur la forme et l'activité de cette couronne. Les énormes éjections provenant de la couronne sont alimentées par les éruptions massives issues de la surface du Soleil. Ces éruptions sont tellement puissantes que la matière libérée parcourt des millions de kilomètres et vient secouer la sonde spatiale SOHO qui étudie le Soleil. Au moment où l'onde de choc atteint la sonde, elle est éclaboussée par des particules électriques solaires. De telles particules sont émises de façon continue par le Soleil. Elles constituent le vent solaire. Tout autour des régions polaires de la Terre, les particules interagissent avec la partie la plus haute de notre atmosphère, ce qui produit alors l'étrange phénomène des aurores boréales. Le Soleil a ses secrets. Aujourd'hui encore, personne ne peut expliquer la température si élevée de la couronne. Au cœur du Soleil, il fait 15 millions de degrés. À sa surface, seulement 6 000 degrés. Au niveau de la couronne, la température remonte à plus de 2 millions de degrés. Pourquoi une telle différence? Peut-être à cause de l'énergie magnétique. Nous savons qu'il existe des pulsations solaires, mais nous ne savons pas réellement pourquoi. SOHO enregistre ces fortes oscillations et construit un graphique sonore pour rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Et il nous révèle comment le Soleil change de forme. Avec une précision sans précédent, SOHO enregistre les ondes sonores qui permettent aux scientifiques d'examiner l'activité interne du Soleil. Ils ont découvert par exemple que les courants de gaz parcourent à toute vitesse la surface du Soleil. Les plus puissants d'entre eux sont ceux qui prennent naissance juste en dessous de cette surface. Il y a également des tornades de la taille de la Terre qui tourbillonnent près des pôles à plus de 500 000 km à l'heure. Dans 5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène. Il va se dilater et passer de 1,4 million de kilomètres de diamètre à 200 fois cette taille pour devenir une géante rouge. Les plus proches planètes sont alors pulvérisées. Mercure, Vénus, la Terre disparaissent. Commencent alors les convulsions. Le Soleil libère les couches supérieures de son atmosphère par des éjections de gaz. Le noyau, chauffé à blanc, est mis à nu. Le noyau implose pour finalement former une naine blanche, petite étoile à peine plus grosse que la Terre. De toutes les petites planètes du système solaire, seule Mars survit sur son orbite solitaire. Bien plus tard, ce qui restera de notre Soleil sera une naine noire, une étoile morte. À l'origine, le système solaire est un tourbillon de gaz et de poussière. Petit à petit, ces éléments se regroupent pour former une masse compacte. De petits morceaux de matière plongeant dans de plus larges agrégats.
les planètes. 4,5 milliards d'années plus tard, voici Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Après Mercure, 3 autres petits mondes rocheux. Vénus, la planète Terre et Mars. À des millions de kilomètres, les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne et ses anneaux. Puis Uranus et Neptune et, plus loin encore, Pluton. Et les débris rocheux naviguant dans la ceinture de Kuiper. Aux confins du système solaire, voici les comètes du nuage de Oort, des blocs de glace aussi vieux que les planètes. Mercure, tout comme les autres planètes situées au centre du système solaire, se condense à partir des éléments les plus lourds. Les éléments plus légers ne survivent qu'à partir de Jupiter et au-delà. Ce phénomène de condensation, ainsi que la proximité de Mercure avec le Soleil, en ont fait un rocher solide. Nuit claire sur la Terre. Mercure sur la droite, Vénus tout en haut, traverse le ciel au niveau de l'horizon. Mercure, si petite, éclaire à peine la ligne d'horizon au crépuscule et à l'aube. C'est la planète la plus difficile à observer. Retournons maintenant sur la Terre. Nous ne voyons ici qu'une partie de leurs orbites. Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil, met 225 jours pour parcourir son orbite. Mercure, seulement 88. Parfois, Mercure se trouve dans l'alignement de la Terre et du Soleil. On la voit alors traverser le disque du Soleil. Vue de loin, Mercure ressemble à la Lune, présentant elle aussi de nombreux cratères. Mais elle cache en son cœur un noyau extraordinairement riche en fer. Un noyau de la taille de la Lune. Avec ses 70% de fer, Mercure est la plus dense des planètes. Une distance moyenne de 58 millions de kilomètres sépare Mercure du pivot central du système solaire, le Soleil. Toutes les images de Mercure nous viennent de la sonde Mariner. Novembre 1973, mission Mariner 10. La sonde s'envole vers la planète la plus proche du Soleil. Les configurations orbitales sont telles qu'il ne faut alors que 3 mois à Mariner pour atteindre les régions de Vénus. De là, bénéficiant des lois gravitationnelles, elle est propulsée par Vénus en direction de Mercure. La rencontre a lieu en mars 1974. Mariner y réalise alors 3 vols d'approche. En voici les résultats. Mercure ressemble à un champ de bataille. Écorché et irradié par le soleil si proche, c'est un paysage désolé, fait de cratères et de fissures qui s'offrent à nous. Voici un côté de Caloris, nom donné au site où un extraordinaire impact a formé un cratère d'un diamètre de plus de 1300 km. Le coupable est ce qu'on appelle une planétésimale, un énorme bloc de matériaux primitifs. Au moment de la formation du système solaire, toutes les jeunes planètes ont été bombardées par de tels missiles. Une rencontre d'une extraordinaire violence, vieille de plus de 4 milliards d'années. Tout à droite se trouve Zola, un plus petit cratère, et ici les marques provoquées par l'éjection de matière lors de l'impact. Ces cratères sont fissurés de toutes parts. Mercure est couverte de failles. La plupart d'entre elles sont le résultat de l'impact de Caloris. On pense qu'il est également à l'origine de cette plaine de lave, des roches de plomb fondu qui auraient surgi des couches inférieures.
Mais la plupart des plaines sont nées bien après Caloris. Elles se sont formées au moment où les failles ont rejeté des océans de lave. Par ailleurs, les montagnes de Mercure forment un paysage aux lignes beaucoup plus saillantes. Il a fallu plus d'1 milliard d'années pour que les plaines se forment et depuis 3 milliards d'années, il n'y a plus aucune activité volcanique. Mercure est une planète morte. Tout ce qui peut désormais modifier sa surface est dû au hasard des collisions intersidérales, comme celle-ci. La flèche nous montre que Mercure tourne extrêmement lentement sur son axe. En parcourant son orbite solaire, elle a seulement tourné 1,5 fois sur elle-même, ce qui a pour résultat un calendrier un peu fou. À savoir qu'une journée mercurienne est 2 fois plus longue que son année. Un jour mercurien dure 176 jours terriens, une année seulement 88. Et ça se complique. Si vous vous teniez debout sur Mercure, vous verriez le Soleil rapetisser dans le ciel. Ce phénomène provient de la variation de la distance entre la planète et le Soleil. La planète décrivant une orbite elliptique, le Soleil apparaît plus grand quand Mercure s'en rapproche. De loin, il est 2 fois plus petit. Mais il y a encore plus étrange. Chaque fois qu'elle passe au plus près du Soleil, Mercure accélère pour ralentir ensuite. Tout cela fait que sur Mercure, le Soleil se lève 2 fois par jour. Parce qu'elle est proche du Soleil, Mercure est une planète très chaude. À midi sur l'équateur, la température peut atteindre 430 degrés Celsius pour redescendre parfois la nuit jusqu'à moins 170 degrés. C'est la seule planète à avoir une variation de température de 600 degrés. Et pourtant, certains astronomes pensent qu'il y a de la glace sur Mercure. De la glace protégée des brûlures du Soleil. De puissants radiotélescopes opérant depuis les États-Unis ou ici, à Puerto Rico, ont décelé de vastes plaques de glace dans les régions polaires de Mercure. S'il y a véritablement de la glace, elle a pu être déposée là par des comètes et préserver des rayons du Soleil dans la pénombre des cratères. Mais avant de pouvoir valider cette hypothèse, il faudra attendre une prochaine mission vers Mercure. Car il est impossible de l'observer à travers nos instruments optiques géants. Elle est trop proche du Soleil éblouissant. Et personne ne veut risquer d'endommager le télescope spatial Hubble. Avec un diamètre de tout juste 5000 km, Mercure est la plus petite des planètes du système solaire. Son atmosphère est si mince qu'elle existe à peine, et son champ magnétique a une intensité de l'ordre du centième de celui de la Terre. Presque tout ce que nous savons aujourd'hui de Mercure nous vient de Mariner 10. Il faudra bien d'autres missions pour aller observer, photographier et analyser l'autre moitié de cette étrange planète. Vénus, la planète voilée. Vénus, étouffant dans son brouillard, dans son atmosphère suffocante composée de dioxyde de carbone. Vénus, sculptée par ses volcans. Vénus, où la nuit comme le jour, il fait 480 degrés Celsius, alors que le Soleil n'a jamais pénétré son ciel de poison.
Vénus est une énigme. Elle tourne sur elle-même en 243 jours, alors que les nuages à sa surface font le tour en moins de 4 jours. Avec un diamètre de plus de 12 000 km, Vénus a presque la même taille que la Terre, mais elles n'ont rien de commun. Peut-être qu'à un moment de son histoire, Vénus a ressemblé à la Terre, avec des océans, des continents et un ciel bleu clair. Mais pourquoi est-elle devenue aussi inhospitalière? Pourquoi son atmosphère est-elle aussi irrespirable? Et pourquoi effectue-t-elle une rotation à reculons? De la Terre, par nuit noire, Vénus est de loin la plus brillante de toutes les planètes. Et tout comme son insaisissable compagne Mercure, on l'observe mieux après le coucher du soleil ou juste avant l'aube. Ni l'une ni l'autre n'apparaissent très haut dans nos cieux. C'est à cause de leur position entre la Terre et le Soleil. Si Mercure se déplace très vite autour du Soleil, Vénus, elle, met plus de 225 jours à parcourir son orbite, à plus de 108 millions de kilomètres du Soleil. De temps à autre, Vénus passe devant le Soleil. En 1769, l'explorateur James Cook observe un des passages de Vénus. Ces observations, faites du Pacifique, sont comparées à d'autres mesures faites plus au nord. Par un simple calcul trigonométrique, la différence de latitude révèle la distance entre la Terre et le Soleil. Ce sont là les premières tentatives de mesure de l'univers. Grâce au radar, la surface de Vénus se dévoile. Nous sommes au début des années 60 et des signaux radars sont envoyés à travers les nuages vénusiens. Les astronomes obtiennent alors leurs toutes premières images de la surface de Vénus et découvrent grâce à elles un drôle de phénomène. Elle effectue sa rotation à reculons. 1966, l'Union soviétique lance les missions Venera. Des sondes pénètrent enfin le ciel de Vénus. Elles détectent une atmosphère 90 fois plus dense que celle de la Terre. Plusieurs sondes se sont écrasées. Cependant, un atterrisseur a réussi à prendre ces images. Des plaques de lave fissurées, renforçant l'hypothèse d'une planète massivement volcanique. Les images de Venera sont envoyées sur Terre avant que les appareils ne soient complètement calcinés. Ici, même les machines ne peuvent survivre. Si un homme réussissait à atteindre la surface de Vénus, il serait immédiatement écrasé. Mais il y a pire encore. Les nuages qui constituent la couche supérieure de l'atmosphère sont composés d'acide sulfurique. Sur l'écran de ce radar, on peut voir les zones d'atterrissage des sondes Venera. Elles nous montrent une planète faite de plaines, de quelques hauts plateaux. Sur la Terre, par exemple, les hauts plateaux constituent nos 7 continents, alors que sur Vénus, il n'y en a que 2. « 1990, c'est le lancement de la sonde américaine Magellan. Magellan remplace alors les images des sondes Venera par de véritables films. Désormais, on voit la surface de Vénus, on la survole. Vénus vue par un ordinateur. Les hauteurs ont été exagérées, les couleurs imaginées, mais tous les autres paramètres sont exacts. Les paysages sont scannés par Magellan, grâce à un radar pour la prise de vue et un altimètre pour le relief. Voici 3 cratères d'impact. Ils sont rares sur Vénus car seules les plus grosses météorites peuvent atteindre sa surface. Les autres se désagrègent dans une atmosphère trop dense. Bande après bande, image après image, Magellan nous dévoile la planète. Ces volcans et leurs coulées de lave radiante.
cratère de Cléopâtre, dont la couronne est transpercée par la lave. Partout, on trouve des traces d'activité volcanique. Magellan nous a montré que Vénus est bien la plus volcanique des planètes du système solaire. Les volcans sont probablement là depuis des milliards d'années. Personne ne sait pourquoi. Les éruptions continuent de projeter du soufre dans une atmosphère toujours plus toxique. La lave recouvre encore et encore la surface. La majeure partie de cette lave met plus de 500 millions d'années pour se solidifier. Malgré tous ces volcans, Vénus reste incroyablement plate, comme le lit d'un océan usé par les courants. Ici, les vents de Vénus ont emporté avec eux les cendres d'un dôme volcanique. Ces montées de lave semblent littéralement aplaties par le poids de l'atmosphère, comme des crêpes figées dans un tonneau de sirop. Là-haut, le radar poursuit sa mission. Magellan doit maintenant s'occuper de cartographier la force gravitationnelle de Vénus. La sonde vacille sur son orbite, car les différentes densités de roches exercent sur elle des forces gravitationnelles différentes. Ainsi, Magellan analyse la structure et la composition du sous-sol. La composition intérieure de Vénus ressemble à celle de la Terre. Même densité, même croûte, même manteau de lave, même noyau. Le noyau est solide. C'est probablement un mélange de nickel et de fer. Mais à la différence de la Terre, il n'y a pas de plomb fondu en dehors du noyau. De ce fait, Vénus n'a pratiquement pas de champ magnétique. Octobre 1994. La carrière de Magellan s'achève. Elle plonge alors à travers les nuages vénusiens, tel un kamikaze. Mars, la Terre et Vénus marquent les limites de la zone habitable du système solaire. Vénus, plus proche du Soleil, se trouve à l'extrême limite de cette zone. Alors, pourquoi n'y trouve-t-on pas de l'eau, des océans et des continents ? Il y a des milliards d'années, peut-être y en avait-il. Certains pensent que le Soleil, beaucoup plus proche de Vénus que de la Terre, aurait asséché les océans. La vapeur d'eau se serait évaporée dans la haute atmosphère. Sa surface se serait craquelée sous l'effet de la chaleur et l'hydrogène dispersé dans l'espace. Le dioxyde de carbone relâché par les océans, l'atmosphère se serait épaissie. La chaleur ne pouvant plus s'échapper, elle aurait alors créé un irréversible effet de serre, transformant Vénus en une cocotte minute géante. Lever de soleil sur Mars, la planète rouge. Mars est fascinante, et c'est sans conteste la prochaine planète que l'homme va conquérir. Elle fait un peu plus de la moitié de la taille de la Terre et beaucoup de points communs les rassemblent. Mars a une atmosphère, des saisons et un jour qui dure 24h30. Mais hélas, il fait un froid polaire sur la planète rouge. Sa température monte rarement au-dessus de 0 degré. Le Soleil est à une distance moyenne de 228 millions de kilomètres et il faut à Mars 687 jours pour parcourir son orbite. Mars est là, caché derrière l'un de ces deux minuscules satellites. Ce sont probablement d'anciens astéroïdes, de la roche pétrifiée qui aurait été capturée par la planète glacée.
Tout comme celui de la Terre, l'axe de Mars est incliné. Mais cela, ajouté au fait que son orbite est elliptique, a pour effet d'altérer les saisons. Quand elle atteint le point le plus éloigné du Soleil, c'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver au sud. Au plus près du Soleil, c'est l'inverse, l'été au sud, l'hiver au nord. Au pôle Nord, la calotte glaciaire augmente au cours d'un hiver relativement doux et court. Et elle rétrécit au cours d'un été relativement frais et long. À l'autre pôle, la calotte glaciaire qui se forme au cours d'un hiver long et rigoureux est bien plus importante. Mais l'été sur l'hémisphère sud est court et relativement moins frais qu'au nord. Sur le plan géologique, Mars se divise en deux. Au sud, on trouve d'anciens cratères. Au nord, des plaines de lave plus récentes. Les premières images de Mars datent des années 60. Elles ont été prises par les sondes Mariner. On a compris bien plus tard que sur cette photo, les points noirs, dans cet orage de poussière, étaient 4 énormes crêtes volcaniques. Quand des orages de poussière s'abattent sur Mars, ils peuvent durer des semaines. Ils recouvrent toute la planète. En 1976, grâce aux modules orbitaux appelés Viking, nos connaissances sur Mars ont été bouleversées. Ils ont révélé la présence de glace souterraine. Est-ce que l'impact qui creusa ce cratère aurait pu répandre de la glace fondue tout autour? Comme le lit de ces canaux en témoigne, l'eau a un jour coulé sur Mars. Peut-être une ancienne île. Les sondes Viking ont photographié un petit matin de gel et de brouillard. Et pour ce qui est du fameux visage de Mars, ce n'est rien d'autre qu'un jeu de lumière. 1976. Les deux robots des sondes Viking se posent sur Mars et cherchent des traces de vie. Mais tout semble mort. Pour avoir un ordre de grandeur, prenez le continent nord-américain. La distance entre la côte ouest et la côte est est d'environ 4000 km. C'est la taille de la plus grande faille de la planète, la vallée Marineris. Approchons la surface d'un peu plus près. En parcourant les cratères de l'hémisphère sud, nous survolons la plus grande faille géologique de tous les systèmes solaires, la vallée Marineris. Avec ses montagnes à l'ouest et le dôme volcanique Arcia. En voilà un autre, appelé Pavonis. Et puis un troisième, Ascreus. Mais celui-là les dépasse tous, c'est le mont Olympus. S'élevant à plus de 27 km, le mont Olympus est 3 fois plus grand que le mont Everest. Ces falaises à elles seules font déjà plus de 6 km de haut. Le mont Olympus est le plus grand volcan de tout le système solaire. Beaucoup pensent qu'à la suite d'un gigantesque soulèvement volcanique, des océans sont apparus au tout début de la formation de Mars. Les éruptions ont fait fondre la glace souterraine, inondant rapidement toute la planète. Une atmosphère riche en dioxyde de carbone s'est alors formée. La température a augmenté brusquement.
mais personne ne comprend alors pourquoi la vie ainsi que la végétation n'ont pu apparaître à cette époque. Peut-être est-ce dû à l'instabilité climatique liée aux énormes variations de l'inclinaison de la planète. Mais la raison principale est certainement due à l'arrêt de toute activité volcanique. Aucune autre éruption majeure n'a eu lieu, empêchant l'atmosphère de se renouveler. Cette atmosphère s'est lentement évaporée dans l'espace à cause de la faible gravité martienne. Mars Pathfinder. En 1997, il se pose sur une ancienne plaine inondée. Il envoie en éclaireur un robot dont la mission est d'analyser la composition des roches. Les résultats sont étranges. Apparemment amenées par d'énormes déferlantes d'eau, les roches sont d'origines diverses. Certaines sont volcaniques, semblables à celles qui se sont formées dans les océans sur Terre. Ces roches proviendraient-elles du lit d'un océan martien ? Une preuve allant dans le sens de cette hypothèse nous est donnée depuis la sonde orbitale Mars Global Surveyor. Chargée de réaliser une carte détaillée de la planète, Surveyor révèle l'existence d'une immense région plate dans l'hémisphère nord. Cette plaine a toutes les caractéristiques du lit d'un océan. Contrairement à l'époque où l'eau coulait sur Mars, la planète rouge est aujourd'hui un désert glacé, incapable de retenir l'eau liquide. Mars possède les vestiges d'un champ magnétique mesuré par Global Surveyor. Destination Mars. Avec le succès de Pathfinder et de Global Surveyor, d'autres missions régulières ont été programmées. Chacune aura un module orbital accompagné d'un atterrisseur. Ce vaste programme a été nommé le Mars Surveyor Programme. Son objectif est de comprendre l'histoire de l'évolution de l'eau de la planète. Beaucoup de scientifiques pensent qu'il existe en abondance, mais sous forme de glace souterraine. Le module orbital doit relever le tracé des canaux et avec un code couleur, cartographier les données géologiques. Pendant ce temps, l'atterrisseur traverse très rapidement l'atmosphère martienne, l'air y est 150 fois plus ténu que sur la Terre. Sur Mars, la quête de la vie continue. Des microbes peuvent-ils survivre ici, sans chaleur et sans eau? Et l'homme pourra-t-il un jour vivre sur Mars, dans ce monde de poussière? Seul le temps et les robots nous le diront. Jupiter est une énorme boule de gaz. Elle est plus grosse que toutes les planètes du système solaire réunies. Jupiter virevolte comme une toupie. Ses jours sont plus courts que sur n'importe quelle autre planète. Elle tourne sur son axe en moins de 10 heures. Brillant faiblement à travers l'anneau de poussière qui entoure Jupiter, le Soleil n'est qu'un phare lointain, distant de 780 millions de kilomètres. Jupiter est si éloigné du Soleil qu'il lui faut près de 12 ans pour parcourir son orbite autour de l'étoile. Comparé à Jupiter, la Terre est une naine. Il faut 11 terres pour égaler le diamètre de Jupiter et plus de 1300 pour remplir son volume. Jupiter joue parfois le rôle d'un aspirateur à comète. Cette comète venant du fin fond du système solaire frôle Jupiter d'un peu trop près.
elle est capturée par la gravité de la planète géante. Soumise à des forces des centaines de fois plus grandes que l'attraction qu'exerce la Lune sur les marées terrestres, la comète se brise en morceaux. Nous sommes en juillet 1994. Plus de 20 fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 plongent vers Jupiter. « 1977. Deux sondes spatiales jumelles quittent notre petite planète bleue en direction du lointain système solaire. Première cible de ces missions Voyager, Jupiter. 2 ans plus tard, Jupiter se révèle alors dans toute sa splendeur. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle n'a pas vraiment de surface, rien de solide en tout cas, juste du gaz tourbillonnant en de gigantesques bornes climatiques. Ces courants de gaz soufflent dans des directions opposées. Des tempêtes et des tourbillons font le tour de la planète. La plus grande de ces tempêtes est la Grande Tache Rouge, 3 fois plus grande que la Terre, un anticyclone qui fait rage depuis des siècles. En haut de l'écran, la Grande Tache Rouge vue de Voyager 1. En bas, la même vue de Voyager 2. Dix ans plus tard, depuis l'orbite de la Terre, la navette spatiale lance Galileo. En passant par Vénus et 2 fois au large de la Terre, il faut 6 longues années à la sonde pour atteindre Jupiter. Galileo y parvient. En 1995, une sonde est larguée pour une descente aux enfers. Le plongeon est ralenti par un parachute. Chaque seconde compte pour les recherches. Les nuages s'épaississent. Les vents soufflent à plus de 500 km/h, entraînés par la chaleur de Jupiter. Les températures grimpent. Jupiter dégage beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit du Soleil. Son noyau chauffe à plus de 30 000 degrés Celsius. Au bout de 40 minutes de plongée, l'atmosphère est 10 fois plus dense que celle de la Terre. Au bout d'1 heure, la sonde Galileo est anéantie, écrasée par la pression. Jupiter est composé de 90% d'hydrogène et de presque 10% d'hélium. Une sorte de brouillard englobe son atmosphère. En dessous, des cristaux d'ammoniac, de l'hydrosulfide d'ammonium, de la glace et des gouttelettes d'eau et d'ammoniac. Au cœur de Jupiter, de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et enfin un noyau dur. C'est cet hydrogène métallique liquide qui produit le champ magnétique de Jupiter. À l'intérieur de cette zone en forme de chambre à air, des particules électrisées bourdonnent comme un essaim d'abeilles. Mais la magnétosphère de Jupiter s'étend bien plus loin. Elle est, après le Soleil, la plus grosse entité du système solaire. Quand le vent solaire s'engouffre en direction de la planète, des aurores se déploient au-dessus des pôles. Ces halos sont chargés de particules qui interagissent avec la couche supérieure de l'atmosphère. Les 16 satellites de Jupiter. Après avoir lancé sa sonde dans l'atmosphère de Jupiter, Galileo s'intéresse maintenant à ses satellites. Le premier d'entre eux, Io, est tiraillé entre l'attraction de Jupiter et celle d'un satellite proche. Il en résulte des éruptions volcaniques photographiées pour la première fois par la sonde Voyager.
De tous les corps du système solaire, Io est celui dont l'activité volcanique est la plus intense. Il est secoué en permanence par des éruptions. La lave recouvre sans cesse sa surface. Des panaches de gaz alimentent son atmosphère en soufre. Contrairement à Io, ce satellite, Ganymède, est très calme. À moins 150 degrés, la croûte de glace s'étend sur 100 km d'épaisseur. Ganymède est le plus gros satellite de tout le système solaire. Il est même plus gros que la planète Mercure. Autour de Ganymède, Galiléo détecte un faible champ magnétique qui laisse deviner la structure interne de ce satellite. Sous la croûte s'étend un manteau de neige fondue, puis une couche de roches et de glace entourant un noyau de silice. Callisto pourrait être le jumeau de Ganymède s'il n'était criblé de cratères. Ceux-ci témoignent d'innombrables bombardements. Le plus grand site d'impact est un vaste bassin en forme d'anneau. En voici un autre, photographié par Galiléo. S'il devait y avoir une vie extraterrestre dans le système solaire, ce serait ici, sur Europa. Lisse et craquelée comme une coquille d'œuf. Une théorie prétend que toute la surface de ce satellite est un océan recouvert de glace. Un refuge possible pour la vie. Sous la glace, les eaux pourraient être tièdes, chauffées par l'attraction gravitationnelle de Ganymède et de Io. Mais la glace peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres d'épaisseur. Pénétrer cet océan et y rechercher la présence d'organismes vivants suppose que l'on puisse s'y poser. Néanmoins, les sillons et les fissures qui parcourent la surface d'Europa sont signes d'espoir. Ils nous rappellent que la Terre possède aussi ces océans de glace et que la vie grouille sous notre banquise. Jupiter et ses 4 plus gros satellites. Un système solaire en miniature. Décollage pour la coûteuse mission Cassini. Nous sommes en 1997 et un vaisseau spatial de plus de 5 tonnes se dirige vers Saturne. Cassini atteindra cette lointaine géante en 2004. Cette mission coûte $1 milliard. Alors, pourquoi une telle entreprise si longue et si onéreuse? Notre Terre n'est qu'à 150 millions de kilomètres du Soleil. Il faut dépasser Mars, la dernière des planètes rocheuses, puis traverser l'immense fossé qui nous sépare de Jupiter. Saturne est encore au-delà. Cette magnifique planète est à peu près 10 fois plus éloignée du Soleil que nous ne le sommes. Elle met presque 30 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil et sa rotation quotidienne dure 10h15. Saturne est la deuxième plus grosse planète de notre système solaire après Jupiter. Elle est si peu dense que si on la plongeait dans un océan assez vaste, elle flotterait. Pourtant, son volume pourrait contenir 750 fois la Terre. Tout comme Jupiter, Saturne est gazeuse, composée de 94% d'hydrogène et de presque 6% d'hélium. Elle présente également des bandes climatiques qui sont difficiles à voir à cause du brouillard qui entoure la planète.
Elles peuvent être détectées en changeant le filtre de la caméra. On y découvre des orages et des cyclones. Les vents sont plus puissants que ceux de Jupiter. Cette tornade, par exemple, souffle à plus de 1500 km à l'heure. L'atmosphère de Saturne se divise en 5 couches. La plus élevée d'entre elles est composée de brouillard. En dessous, des cristaux de glace ammoniaquée, puis de l'hydrosulfide d'ammonium, ensuite de la glace d'eau et enfin des gouttes d'eau. Plus profondément encore, on trouve de l'hydrogène et de l'hélium, puis de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène métallique et un noyau rocheux. Comme sur Jupiter, c'est l'hydrogène métallique qui produit le champ magnétique de Saturne. Ce dernier dévie le vent solaire, à l'exception des pôles où les particules électrisées s'engouffrent comme dans une cheminée. Elles sont à l'origine des aurores polaires. Regardez bien le pôle Nord. De loin, les anneaux de Saturne ressemblent à un voile de tulle. Vu de près, il y a des milliards de petits satellites, allant du simple grain de poussière à des rochers glacés de la taille d'un camion. Plaçons-nous sur une échelle plus terrestre. Les anneaux s'étendent sur une distance égale à celle qui sépare notre planète de la Lune. Pourtant, ils ne font pas plus d'1 kilomètre d'épaisseur. De la Terre, notre vision des anneaux change en fonction de l'orbite solaire de Saturne. Quand son axe de rotation fait un angle de 26 degrés, vu de profil, les anneaux semblent disparaître. Tout ce que nous savons des anneaux provient des sondes Voyager qui les ont survolés au début des années 80. Elles nous ont montré 7 bandes principales, chacune composée de centaines d'anneaux plus petits. Et elles ont enregistré de mystérieux rayons, probablement de la poussière, s'élevant au-dessus des anneaux sous l'effet des forces électrostatiques. En prenant pour point de repère une étoile à l'arrière-plan, Voyager répertorie les anneaux ainsi que leur division. La plus grande est la division de Cassini, avec plus de 4000 km de large. Certains anneaux sont maintenus en orbite par de petits satellites bergers qui leur servent de gardiens. Ici, un couple de bergers maintient l'anneau extérieur. Ce satellite, nommé Pan, gravite à l'intérieur même de la division d'Encke. Mais les anneaux restent une énigme. Il pourrait s'agir de débris d'astéroïdes pulvérisés, trop proches de la planète pour se regrouper et former eux-mêmes des satellites. Dans quelques millions d'années, les anneaux de Saturne pourraient se disperser. Voyager nous montre en accéléré les mouvements de Saturne et de ses satellites. On lui en connaît à ce jour 18. Le minuscule Mimas est le plus bizarre d'entre eux. De la glace et de la roche, et surtout un gigantesque cratère. Si le projectile qu'il a creusé avait été plus grand, Mimas serait devenu un anneau supplémentaire de Saturne. Voici Encelade, presque 2 fois la taille de Mimas, avec 500 km de large. Des plaines de glace, probablement formées par des remontées d'eau liquide à sa surface. Des fontaines de glace peuvent encore jaillir, car Encelade est comprimé par la force d'attraction de ses voisins. La destination suivante de Voyager, Tethys, plus de 1000 km de diamètre et un grand canyon que l'on aperçoit juste en dessous.
Dionée lui ressemble, mais l'un de ses hémisphères est plus brillant que l'autre, une surface glacée, grêlée de cratères et de crevasses. Gros plan sur Rhea, un gros satellite de 1500 km de large. Japet a lui un hémisphère noir comme le charbon, l'autre blanc comme la neige. Le minuscule Hyperion a une forme très tourmentée. Et ce petit rocher échange périodiquement son orbite avec un satellite jumeau. Le plus grand satellite de Saturne, plus grand même que la planète Mercure, fut découvert au télescope en 1655 par l'astronome hollandais Huygens. Nommé Titan, il ressemble un peu à notre Terre primitive mise au congélateur. Titan reste voilé dans la brume, mais Voyager réussit à détecter la présence de molécules organiques, des composés à base de carbone, tout comme ceux qui ont été à l'origine de la vie sur Terre. On ne peut qu'en deviner sa surface, car Voyager ne peut rien voir à travers cet épais brouillard. Voici Cassini. À son arrivée sur Titan en 2004, Cassini déploiera un module d'atterrissage justement nommé Huygens. La descente durera environ 2h30. L'atmosphère est riche en azote, comme sur la Terre. Les données seront envoyées au vaisseau mère qui les retransmettra à la Terre. Une fois l'atterrissage réussi, Huygens n'aura plus que 30 minutes à vivre. La température est de moins 190 degrés et il n'y a pas de soleil pour alimenter en énergie ces panneaux solaires. La neige qui tombe est composée de méthane et d'éthane. Huygens a été préparé pour effectuer également des amérissages, car il y a peut-être des océans d'hydrocarbures sur Titan. Là encore, Huygens n'aura qu'une demi-heure pour envoyer des signaux à la Terre et répondre à la question cruciale. Titan est-il un laboratoire du vivant? C'est une raison suffisante pour investir $1 milliard et rendre visite au Seigneur des Anneaux. Septième planète à partir du Soleil, Uranus gravite dans les zones crépusculaires du système solaire, avec un axe de rotation étrangement incliné. Uranus est une géante gazeuse, avec des anneaux et des satellites. Celui-ci, Miranda, c'est le diamant brut du système solaire, un bloc de roche glacée couvert de falaises plus hautes que l'Everest. Il fait froid ici. Uranus est 19 fois plus éloigné du Soleil que ne l'est la Terre. « 1997. Une étoile qui passe au loin derrière Uranus se met à clignoter. Ce clignotement révèle la présence d'anneaux autour de la planète. Les astronomes en dénombrent 9. On saura par la suite qu'il y en a exactement 11. Ils font ressortir la sévère inclinaison de la planète, qui est de 98 degrés. D'une certaine façon, Uranus roule sur son orbite. Avec un diamètre de plus de 51 000 km, elle est bien plus grosse que la Terre. Mais ce n'est rien à côté de Jupiter, car si Uranus est une géante, Jupiter, elle, est une supergéante. « 1986, premier gros plan de la mission Voyager. Apparemment, c'est une sphère sans signe particulier. Grâce à l'infrarouge, l'œil du télescope spatial Hubble scrute plus en profondeur. Il révèle 3 couches brumeuses de l'atmosphère. Il se peut qu'en dessous, il y ait des phénomènes météorologiques, mais ils restent cachés. La flèche mobile montre l'inclinaison étrange du champ magnétique d'Uranus.
Par rapport à son axe de rotation, son axe magnétique est décalé de 60 degrés. Sur Terre, le décalage n'est que de 11 degrés. L'atmosphère est principalement composée d'hydrogène, avec de l'hélium et une petite trace de méthane. La bande supérieure est une étroite couche de brume riche en hydrocarbures. En dessous, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfuré, et une zone de transition de gaz et de liquide. Plus bas encore, de l'hydrogène liquide, et un manteau de glace. Enfin, un noyau rocheux. Uranus possède 17 satellites répertoriés. L'un d'entre eux, Miranda, a été sévèrement secoué dans sa jeunesse. Certains de ces débris ont formé les anneaux d'Uranus. Le reste s'est rassemblé pour former un second Miranda, nouveau modèle. Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais qui a le mérite d'expliquer l'existence de ces anneaux. Il se peut aussi qu'Uranus ait subi un énorme choc causé par un corps de la taille de la Terre. Cela pourrait expliquer la présence des anneaux de glace et la forte inclinaison de son axe. De toute façon, les contours chaotiques de Miranda donnent l'impression d'un satellite recomposé. Miranda, avec ses 500 km de diamètre, est une débauche de forme géologique. Le plus spectaculaire, ces falaises de glace de plus de 15 km de haut. Si vous tombiez du haut de l'une d'entre elles, à cause de sa faible gravité, il vous faudrait plus de 14 minutes et demie avant de toucher le sol. Ce satellite, au contraire, semble bien monotone. C'est Ariel, 2 fois plus grand que Miranda, avec son réseau de canyons, ses failles et son givre. Umbriel est plus gros. Il présente une surface qui a peu changé, criblée de cratères. Titania a un canyon qui pourrait facilement rivaliser avec la Rift Valley d'Afrique. Il fait 1600 km de large et c'est le plus grand de tous les satellites. Et voici Oberon, le plus éloigné de tous. Sur Uranus, le jour dure presque 18 heures et la planète met 84 ans pour parcourir son orbite autour du Soleil. Nous voilà maintenant sur Neptune, la dernière des géantes gazeuses, la dernière des plus grandes planètes. Elle est si loin de nous que lorsque la sonde Voyager l'étudie en 1989, les données radio mettent plus de 4 heures pour atteindre la Terre. Il faut 165 ans à Neptune pour parcourir son orbite. Elle est à plus de 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune fut découverte en 1846. Les astronomes de l'époque avaient constaté un écart entre la position réelle d'Uranus et celle qu'ils avaient calculée. La plupart du temps, Uranus était en avance ou en retard par rapport à leurs prévisions. Quelque chose devait donc perturber son orbite. Ce quelque chose était une planète inconnue. Sous son influence, Uranus tantôt accélérait, tantôt freinait. C'est en prenant en compte ces perturbations que les astronomes ont découvert Neptune. Neptune, sur la gauche, est plus dense mais légèrement plus petite qu'Uranus. Elle fait plus de 4 fois la Terre, avec un diamètre de 50 000 km. Alors que Jupiter équivaut à 12 Terres ou à 3 Neptunes. Après la surface brouillée d'Uranus, Voyager distingue toutes sortes de phénomènes météorologiques sur Neptune. Là, un nuage file comme un éclair à travers les couches supérieures de l'atmosphère. Neptune est la planète la plus ventée. À l'équateur, des rafales soufflent à plus de 2000 km/h. Les nuages d'altitude sont froids, à moins 200 degrés. Mais le climat est réglé par la chaleur interne de Neptune, une chaleur qui manque à Uranus.
Voyager détecte une tempête de la taille de la Terre, la Grande Tache Sombre. Après un certain nombre de jours, elle change de forme. Bien que cette tempête passe en trombe autour de la planète, cette vue en accéléré prise par Voyager la maintient au centre de l'image. Au sud-est, un autre orage, l'œil du sorcier, plus gros que n'importe quel typhon terrien. Sept ans plus tard, sous l'œil du télescope Hubble, la Grande Tache Sombre semble avoir disparu. Neptune effectue un tour complet sur elle-même toutes les 16 heures. L'atmosphère est composée de 85% d'hydrogène, de 12% d'hélium, le reste étant principalement du méthane. Il y a 4 couches distinctes. La plus éloignée est une brume atmosphérique avec beaucoup d'hydrocarbures. Plus bas, de l'hydrogène et du méthane, puis de l'ammoniac et de l'hydrogène sulfureux et une zone de transition composée de gaz et de liquide. Vers le centre, de l'hydrogène liquide, un manteau de glace et un noyau rocheux. Neptune possède 2 anneaux principaux. Les parties de l'anneau extérieur se sont épaissies là où la matière s'est rassemblée. Gros plan imaginaire sur des particules de poussière glacée. On compte pour le moment 8 satellites autour de Neptune. 6 d'entre eux ont été découverts par Voyager. Tous sont minuscules, sauf un. C'est Triton. D'un diamètre de 2700 km, Triton a la surface la plus froide, elle est à moins 238 degrés. Cela ne l'empêche pas de rejeter de l'azote noirci. Ces geysers peuvent monter à plus de 8 km de haut et leurs panaches sont éparpillés par le vent dans la fine atmosphère. Triton a peut-être été un gros astéroïde capturé. Tout comme Pluton, la dernière planète à l'extrême limite du système solaire.